Nous allons voir les tests unitaires. Les tests unitaires. Il faut comprendre l'importance des tests unitaires pour garantir la fiabilité et la maintenabilité de votre code. Introduction aux tests unitaires. La notion de test unitaire n'est pas toujours évidente à saisir en règle générale. Après tout, on a écrit soi-même son code. Il fonctionne. On a effectué des prints pour déceler la moindre petite erreur, du moins en Python, et l'on sait que le code est parfaitement fonctionnel. Néanmoins, les tests unitaires sont une partie essentielle qu'il ne faut surtout pas négliger. Ça permet de tester automatiquement le code afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. On peut très bien tester son code à la main, mais avec des fichiers qui font plusieurs centaines de lignes répartis sur plusieurs fichiers, ça peut s'avérer fastidieux. Il est important de tester ces fichiers afin de prévenir les erreurs en amont et avant la mise en production des scripts. Vous allez apprendre pourquoi il est important de tester son code ici. Pour cela, comme on peut le voir, il faut vérifier le fonctionnement. Donc les tests unitaires permettent de s'assurer que le code fonctionne comme prévu, réduire les erreurs. Ils automatisent ces tests évitant les erreurs avant la mise en production et les bonnes pratiques. Donc on va étudier les bibliothèques et les méthodes d'implémentation. Pourquoi faut-il tester son code ? L'intérêt de créer des tests se présente quand on commence à avoir des programmes plutôt conséquents, plutôt gros, on va dire. Gardons bien en tête que si on a un petit fichier, voire 2, 3, avec pour chacun une seule classe, on va facilement pouvoir effectuer des tests soi-même, sans souci, et le code sera parfaitement fonctionnel. Imaginons maintenant qu'il y a plus d'une dizaine de classes réparties dans plusieurs fichiers différents, et qu'il faut les tester à chaque modification du code, pour voir si tout fonctionne correctement. Tester son code efficacement s'avère indispensable, pour rappel. Donc, il faut faire une détection précoce des bugs, avec les tests unitaires qui permettent de le faire et de trouver les erreurs rapidement. Mieux gérer la complexité, donc c'est essentiel pour des programmes volumineux et complexes, et assurer la robustesse, donc un code testé est plus fiable et moins sujet aux régressions. Limitation des tests. Attention, les tests ne garantissent pas à 100% le caractère fonctionnel et infaillible du code. Il peut se présenter un bug. Nous sommes humains. Il est possible de ne pas tester tous les cas de figure possibles qui permettraient de déceler un bug. Ce qui résume des tests imparfaits, une couverture limitée et minimiser les risques. Placement des tests. Où est-ce qu'on doit placer les tests ? Alors, aucune règle précise pour savoir où placer les fichiers de tests unitaires. Cependant, plusieurs solutions sont possibles. Dans le cas d'un projet simple, avec peu de fichiers, il est tout à fait possible de placer tous les tests unitaires au sein d'un seul et même fichier, et au même niveau que les fichiers du projet. Il est également possible de créer un fichier de test pour chaque fichier du projet. Par exemple, si un projet contient 5 fichiers, alors on crée 5 fichiers de test. Il est possible de créer un dossier qu'on appelle test et qui va accueillir l'ensemble des fichiers de test. La dernière option, celle avec le dossier, est plus pratique en termes de cadre de travail. Elle permet de ne pas se perdre dans un dossier de travail contenant beaucoup de fichiers. Il est vivement d'ailleurs recommandé de nommer le début de chaque fichier de test par test underscore. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un underscore, c'est le tiré du 8, suivi du nom du fichier. Par exemple, test underscore main.py. On va voir maintenant quelques bibliothèques de test. Par exemple, la librairie UnitTest. Cette librairie est plutôt connue, même très connue. Ce n'est cependant pas la plus utilisée. Attention, la petite subtilité dans le nom de la librairie. Cela se note bien, UnitTest, avec 2 T. Cette librairie n'est pas la plus pratique pour réaliser des tests, mais elle reste très pratique car elle inclut directement avec Python. Aucune installation supplémentaire n'est requise. C'est-à-dire que si on utilise Python,
Cette librairie est vraiment bien parce qu'elle est inclue directement. Par contre, elle a une structure stricte. On a DocTest. DocTest permet de créer rapidement et facilement des tests unitaires. Avec cette librairie, on peut créer des tests directement dans les docstrings. Pour rappel, docstring, c'est une documentation sous forme de chaîne de caractères qui est directement écrite au sein de fichiers de code. Ça s'écrit de cette façon, donc je vais vous dicter. Donc, des guillemets, 3. Je suis un exemple, par exemple, de doctrine et j'utilise quelque chose. 3 guillemets. Au sein de la fonction factorielle, on utilise des chevrons. C'est la touche à côté de maj, pour ceux qui ne savent pas. Afin de donner une donnée à tester, tout comme dans un terminal Python. Juste en dessous, on va mettre la donnée ou le message d'erreur attendu. Donc, si on ne comprend pas tout ce qui est écrit dans ce code, ce n'est pas grave. Car il faut prendre le temps pour analyser du code. On va lancer plus tard des projets, mais pour l'heure, l'important, c'est juste d'acquérir les bases. On va faire une petite introduction à PyTest. Donc PyTest, c'est probablement la librairie de test la plus utilisée en général. Cependant, elle n'est pas fournie avec Python par défaut. Et elle doit être installée avec pip. Donc pip, P-I-P. La syntaxe est plus simple et beaucoup plus épurée. Par contre, pas de solution miracle. Il faut tout de même écrire soi-même les tests. Mais cela peut se faire de manière plus simple et par conséquent avec un peu plus de rapidité. De nombreux plugins existent et sont disponibles afin d'augmenter les fonctionnalités de cette librairie, sans pour autant alourdir le dossier de test. L'exécution des tests se fait de manière plus rapide que sur UnitTest, qu'on a vu précédemment. Un autre point fort est que PyTest est compatible avec UnitTest. Ça signifie que si on commence à écrire des tests dans UnitTest et qu'on souhaite migrer le code avec PyTest, ça pourra se faire de manière très simple, sans avoir à réécrire l'ensemble des tests. Donc, Test Driven Development, TDD. Donc, le Test Driven Development, ou le TDD, comme je viens de dire, voici une première fonction. Pour le test, on va prendre un exemple simple. Donc, def, add, pour ajouter, a,b, return a plus b. Donc, dans l'exemple ici, on a une fonction simple qui va retourner la valeur de a plus b de manière logique. On sait parfaitement qu'il faut insérer 2 chiffres, 2 nombres, dans les parenthèses de cette fonction, afin de retourner une addition. On pense alors que la fonction fonctionne correctement et ne pourra jamais faire d'erreur dans le script. Cependant, que se passerait-il si jamais on passait par exemple 2 chaînes de caractères, 2 booléens, peu importe, quoi que ce soit qui ne soit pas des nombres. Dans l'exemple, la fonction est déjà écrite, déjà présente, et on va écrire les tests après. Donc, exemple de TDD avec add, il existe cependant une autre façon de développer qui s'appelle le Test Driven Development, ou en français le développement piloté par les tests. Donc ça signifie tout simplement qu'il faut d'abord écrire les tests, puis ensuite on écrit le code. Alors, je suis d'accord, ça peut paraître absurde, mais c'est une méthode très efficace dans le développement. En effet, on va d'abord penser à la façon dont la fonction doit fonctionner et prévoir les principaux cas de figure qui pourraient faire échouer le code avant de l'écrire. On pourrait imaginer ce fonctionnement grâce à une métaphore. Donc par exemple, on va imaginer qu'on souhaite organiser une sortie en famille ou avec des amis, peu importe. Et on doit d'abord planifier la sortie en pensant à ce qu'on va faire, au temps qu'il va faire, etc. Ensuite, on va penser aux cas de figure qui pourraient ternir la journée, faire que la journée se passe très mal. Et on va mettre en place de façon à résoudre les problèmes qui font que la journée va mal se passer. Dans une certaine logique,
pour créer les tests, on va écrire les fonctions qui ne vont pas fonctionner. Et votre objectif sera alors de la faire fonctionner. Donc dans l'exemple, on a tendance à écrire un test pour vérifier si la fonction vous permet bel et bien d'additionner deux nombres. Puis, on écrit un test afin de pouvoir additionner deux chaînes de caractères, etc. Donc nous, d'abord, l'idée, c'est d'écrire le test, puis de valider le test. C'est comme par exemple, si on prend la date de naissance. Alors, si on veut calculer l'âge d'une personne, on prend l'année de naissance de la personne, l'année actuelle. Mais si, supposons, l'utilisateur rentre n'importe quoi comme année de naissance, par exemple, il rentre 1997 en lettres, au lieu de l'écrire en chiffres. Cela ne va pas fonctionner. Donc, ça peut être une erreur aussi. Maintenant, on va voir les mocks. Donc, les mocks, ici, sont des objets factices ou des pseudo-objets qui, dans des tests unitaires et le développement piloté par les tests, donc TDD, vont faire croire au programme à tester qu'ils ont certaines fonctionnalités, mais ne les implémentent généralement pas réellement. Ils servent de substitut aux réels objets lors des tests. Donc, c'est des objets factices qui simulent des fonctionnalités sans implémentation réelle. Ça isole les tests, donc tester les fonctionnalités indépendantes des dépendances, et c'est très flexible. Petite mise en pratique. Donc, passer à l'écriture du premier test dans un fichier main.py et écrire la fonction add. Puis, dans un second fichier test.py, on va écrire le test. On va utiliser la classe testCase dans UnitTest. Pour cela, il faut ajouter tout en haut du fichier test.py. On va créer une classe dans le fichier que l'on nommera testCalculatrice. On va ajouter notre fonction. Il faut toujours être plus précis possible pour que les noms des fonctions de test, parce qu'il n'est pas rare de voir des fonctions avec un nom très long. Mais si ça permet d'être le plus précis possible au sujet des tests que l'on souhaite faire passer, c'est possible. En effet, lorsqu'une fonction n'est pas correctement exécutée ou lorsqu'elle retourne une erreur, c'est le nom de la fonction qui est retourné dans le terminal. C'est pour cette raison qu'il faut être le plus précis possible. Donc, on nomme la fonction test-add-to-numbers, si on veut positif par exemple, on met positif, que sais-je. Et on va utiliser l'attribut self, car on souhaite que la fonction se réfère à tout ce qui se trouve au sein de la classe. Et pour le premier attribut, on utilise self.assertEqual. Et on peut utiliser, donc comme on peut le voir ici, ces derniers c'est assez explicite en fait ce qu'on obtient. Donc la fenêtre retournée par l'IDE, donc comme utilisé et comme précisé, donc juste un slide auparavant, assertEqual, on importe la fonction au sein d'un fichier de test. Pour ce faire, il faut ajouter au-dessus de la ligne d'import de UnitTest la ligne suivante, from main import add. Celle qui se trouve ici. Ensuite, de retour dans assertEqual, on va vérifier on va importer from UnitTest import testCase et la classe testCalculatrice, comme je l'ai dit. On va vérifier que le résultat de la fonction add, dont les paramètres 5 et 10, donc ici là, sont bien égales à 15. Et ainsi, vous écrivez votre premier test. Exécuter des tests unitaires. Alors, pour exécuter des tests unitaires, la méthode la plus basique et simple, c'est d'importer dans son fichier de test, en plus de testCase, la fonction main, qui provient également d'UnitTest. Donc, ici. On peut maintenant exécuter le fichier de test depuis le terminal, donc avec la ligne de commande. Le terminal confirme que le test a été correctement exécuté et qu'il est bon. Ici,
aucun détail, mais on peut obtenir une version un peu plus explicite dans un terminal en ajoutant l'option "-b". Donc pour le retour du terminal, on a le nom de la fonction qui a été exécutée et on sait qu'elle fonctionne ou non. Si on modifie la fonction de test et qu'on souhaite vérifier si 5 et 10 retournent 20, il faut modifier la méthode par assert égal. Et donc ici, on modifie par 20. Et on aura si c'est bon ou non. Donc le retour du terminal. Ici, le fait que le terminal renvoie une erreur, qui décrit exactement l'origine de l'erreur, c'est qu'il y a une différence entre 15 et 20. Donc là, par exemple, si on a mis 20, ça aurait retourné une erreur. Donc ça signifie que le test a échoué. Une autre façon de lancer des tests dans son code, c'est de lancer directement le test depuis le terminal sans rien importer de plus dans le fichier de test. Donc on réécrit notre code. Maintenant, dans le terminal, on rentre la ligne de commande Python, espace-m, espace unit test. Et plusieurs options s'offrent aux utilisateurs. Dans un premier temps, l'ajout de l'option "-m" signifie qu'on souhaite utiliser un module. Ensuite, on peut préciser ce module est simplement unit test. Nul besoin de préciser le fichier qu'on souhaite exécuter. Unit test, c'est reconnaître tous les fichiers qui commencent par test. Si on voulait tester un fichier en particulier, on peut alors le renseigner en ajoutant la suite de la ligne de commande, comme par exemple Python, espace-m, espace unit test, espace toto.py. Sans précision, unit test va lancer tous les fichiers de test présents dans le dossier de travail. Pour compléter les tests. Donc, jusqu'ici, on a testé la fonction uniquement avec 2 nombres. On peut tester la fonction avec d'autres arguments. Donc, par exemple, on peut tester avec des lettres. On peut également tester avec des booléens. Donc, par défaut, il faut que chaque fonction de test ne puisse tester qu'une seule et unique chose. Dans le cas présent, on va ajouter plusieurs tests. En effet, il y a 2 types de booléens et donc 3 cas de figure possibles. Dans les booléens true est égal à 1 et false à 0. On va donc prendre en compte ces données pour ajuster les tests. Donc ici, là comme on peut le voir, si on lance les tests, tout se passera sans encombre. Et donc je vous laisse le tester. Abordons ensemble un autre cas de figure. On souhaite que la fonction retourne une erreur. On veut un cas de figure précis qui renvoie à une erreur et ne puisse pas fonctionner. On va prendre par exemple la fonction d'addition. Si on essaye d'additionner 2 none, la fonction retourne forcément une erreur, ici. Mais dans ce cas, que retourne exactement le terminal? Comment écrire ce test en faisant en sorte qu'il puisse signaler le fait que la fonction ne fonctionne pas? Pour ce faire, on va utiliser une déclaration différente dans le test. Donc, def test underscore add underscore with underscore to underscore none, entre parenthèses self, with self.assertRaise, entre parenthèses type error, 2 points, add, entre parenthèses non, virgule non, fermez la parenthèse. Vous allez utiliser l'argument with, qui est un context manager, et le manager de contexte, ce que ça signifie en français, ça va vérifier le fait que assertRaise est bien une erreur de type type error dans la fonction add, avec les arguments none. Ainsi, le terminal signale désormais que le test a bien été exécuté et il retourne bien une erreur au lancement de la fonction. Le test vérifie alors que la fonction ne marche pas. Alors c'est un peu paradoxal, mais on peut avoir une fonction qui ne fonctionne pas, mais un test, lui, qui fonctionne.
afficher la couverture des tests. Donc, si au contraire, on souhaite que la fonction addition fonctionne avec des arguments non, il faut alors gérer des cas de figure où il faut modifier la fonction dans le fichier main directement. Par exemple, on peut ajouter, si on souhaite, la fonction add avec 2 arguments non qui retournent -1. Maintenant, on va vraiment parler de afficher la couverture des tests. Pour afficher la couverture des tests, on va installer Coverage avec pip. Pour ce faire, il faut se rendre dans le terminal et entrer la commande pip install coverage, tout simplement. Après que ce soit installé, on lance coverage run espace -m unit test. Et on peut observer qu'un fichier coverage a été créé dans le dossier de travail. Maintenant, on peut désormais lancer la commande coverage HTML afin de créer un dossier HTML cov dans lequel on trouve un fichier index.html. Celui-ci va venir montrer le coverage réalisé par nos tests. Donc vous pouvez ouvrir ce fichier dans votre navigateur. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, on peut glisser le fichier directement dans le dossier de votre navigateur ou tout simplement l'ouvrir. Donc pour afficher la couverture des tests, donc comme on peut le voir ensemble, ce code a été couvert par les tests. On peut même cliquer sur des modules afin d'afficher des détails supplémentaires. Par contre, il faut faire attention. Avoir un code couvert à 100%, je répète, mais ça ne veut pas dire qu'il soit infaillible en toutes circonstances. Cela ne représente que la qualité du code. On peut très bien avoir un code testé à 100%, mais ne pas avoir pensé à tous les cas de figure possibles. Donc, il peut y avoir des failles par la suite. Installation et exploitation de PyTest. Alors, si vous souhaitez ajouter dans votre fichier main, si vous souhaitez plutôt ajouter du code dans le fichier main et que vous relancez les commandes coverage, vous allez forcément avoir une baisse de pourcentage de votre coverage. En effet, la fonction n'aura pas été testée et par conséquent, elle ne sera pas forcément exécutée. Les chiffres sont donc à prendre avec des pincettes. Il faut toujours essayer de penser à toutes les possibilités qui existent. Donc, pour résumer, les commandes coverage run-m unit test, ça lance les tests du dossier de travail et crée un fichier .coverage. Coverage HTML, ça crée un dossier HTML-cov dans lequel on peut retrouver le fichier index.html. Donc, pour installer et exploiter PyTest, il y a plusieurs étapes. La première, on l'installe avec pip install PyTest. La seconde, on peut lancer les tests, unit test avec PyTest. Donc, pour ce faire, on fait PyTest test.py, par exemple. Ensuite, on a la troisième étape où on peut faire en sorte d'échouer un test afin de voir si, par exemple, ce qui se passe. Par exemple, on peut mettre un 0 ou un résultat inattendu, etc. La méthode pour écrire des tests avec PyTest, donc on peut ajouter l'option "-v" pour afficher plus de détails lors de l'exécution des tests. On peut écrire des tests avec PyTest, toujours pareil, donc utiliser la syntaxe avec la fonction insert pour vérifier les résultats et exécuter nos tests. Donc, comme on a pu le voir, les tests écrits avec unit test peuvent être lancés dans PyTest. Donc, je l'ai déjà dit. Donc, pour écrire des tests unitaires avec PyTest, on va créer un fichier afin de pouvoir comparer les deux façons d'écrire des tests. Donc, il y a test-pytest.py et il y a, on peut créer un autre fichier, celui qu'on souhaite. Afin de déclarer des tests, nul besoin de créer une classe. On peut directement écrire nos fonctions de test au sein du fichier. Pour ce qui est de AssertSQL,
On va voir de quelle façon on peut écrire avec PyTest, comme on peut le voir ici. Donc, écrire un test avec assert. Donc, pour écrire avec assert, c'est très simple. Il faut simplement écrire assert suivi de la fonction à tester. Il faut insérer ses arguments et comparer avec le résultat attendu. Si on lance ce fichier en terminal, on obtient ceci. Donc, ce qui importe, et pour ce qui concerne plutôt la fonction de test avec none, voici donc la démarche à suivre. Alors, c'est un peu petit. Donc, c'est import PyTest, def test underscore add underscore to underscore none, parenthèse, with pytest.raise, entre parenthèse type error, add, parenthèse none, virgule none. Et on va importer PyTest tout en haut du fichier. En fait, il faut toujours importer PyTest avec import PyTest. Et on va l'utiliser sur la fonction pytest.raise afin de vérifier que les résultats relèvent l'erreur type error. Pour créer un rapport HTML avec PyTest, il faut installer un module qui permet de générer les résultats. Il ne s'agit pas d'un rapport de coverage, mais simplement d'un rapport de test ayant réussi ou échoué sous le format HTML. Pour cela, il faut installer le package avec la commande pip install pytest-html. Et une fois que c'est fait, on peut à nouveau lancer le test avec la commande, mais il faut y ajouter un argument qui est pytest test.py espace -v espace -html égale index.html. Et cette commande signifie qu'on souhaite effectuer nos tests et les sauvegardes dans un fichier index.html à la racine du projet. Après, si on souhaite le stocker dans un endroit précis, on remplace -html égale index.html par le chemin où on souhaite le stocker. Donc on peut toujours l'ouvrir dans le navigateur web. Là-dessus, c'est possible. Donc voici comment on visualise le rapport HTML. Donc comme tout fichier, on peut l'ouvrir dans le navigateur web. On peut aller voir PyTest qui génère une version très complète et qui permet de savoir plusieurs éléments, par exemple l'heure, le jour, la version de Python, parce qu'il existe plusieurs versions de Python, la version de PyTest, l'environnement sur lequel PyTest a été généré. Donc par exemple là, bon, c'était fait sur Mac. Le détail de fonctionnement qu'on va écrire avant de lancer le test. On va lancer le test avant même de savoir si le test fonctionne ou échoue. Et on va observer que PyTest renvoie soit une erreur, soit que ça a fonctionné. Pour conclure, donc là on a vu l'essentiel des tests unitaires. Donc il faut pousser la réflexion très loin pour envisager un maximum de cas de figure qui nécessitent de tester les fonctions. On a abordé différentes façons d'écrire des tests, notamment avec les modules doctest, unittest et PyTest. PyTest étant l'un des modules les plus utilisés en général. Alors les tests unitaires peuvent être une notion très complexe, mais savoir coder des tests unitaires, c'est une compétence vraiment essentielle pour toute personne qui veut être développeur et qui souhaite progresser dans son métier. Il s'agit d'un élément, comme je l'ai dit, essentiel à tout code source pour s'assurer que l'application fonctionne toujours comme cela a été prévu, malgré des évolutions de code. De plus, il faut savoir que les tests unitaires sont également la base de bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle. Et notamment si vous voulez devenir DevOps par la suite.